Havin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Donc, mon nom est Tho. Tho, c'est mon prénom. C'est un prénom vietnamien qui signifie longue vie. Et mon nom de famille, c'est Havin. C'est aussi un nom vietnamien parce que je suis de père vietnamien et de mère française. Actuellement, je travaille dans le cadre d'une organisation que j'ai créée qui s'appelle ELI. Et ELI, c'est l'acronyme de Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing, donc l'Institut de formation Eurasia pour le bonheur et le bien-être. Et nous proposons des programmes à la fois à l'université, par exemple à Genève, on a un CAS qui s'appelle Bonheur dans les organisations. Nous intervenons dans des entreprises qui veulent mettre le bonheur, le bien-être au centre de leur fonctionnement. Et puis dans le domaine scolaire aussi, on a un programme qui s'appelle Happy School, donc les écoles heureuses. Et puis je voyage beaucoup parce que nous avons des programmes un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie, beaucoup au Vietnam. Je passe beaucoup de temps au Vietnam. Avant de ça, j'étais longtemps au Bhoutan, donc voilà, j'ai une activité assez internationale. Puis alors, peut-être pour revenir sur votre parcours de vie, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé finalement au bonheur ou peut-être même plus généralement à la spiritualité, puisque c'est un trait d'union finalement de votre vie. Enfin, est-ce que vous pourrez venir un peu sur ces événements qui ont jalonné votre parcours? Donc si je reviens vraiment loin en arrière, comme je l'ai dit, je suis né d'un père vietnamien et d'une mère française. Donc j'ai grandi dans deux cultures, entre la culture orientale de mon père et la culture occidentale de ma mère, aussi dans deux religions. Mon père était bouddhiste et ma mère catholique. Et quand j'étais jeune, donc moi j'appartiens à la génération mai 68, et il se trouve que j'étais à Paris en mai 68, donc j'étais engagé politiquement plutôt que spirituellement. Et je faisais partie de ces jeunes qui ont voulu changer le monde à travers l'action politique, le rêve du grand soir, de la révolution, etc. Et puis aussi la déception de voir ce qui s'est fait après, De Gaulle qui prend le pouvoir, etc. Donc à la fois beaucoup d'enthousiasme et d'engagement, et puis une certaine déception. Et surtout qu'à l'époque, finalement, en tant que jeune personne, on avait deux modèles. Il y avait soit le capitalisme, soit le communisme. Et puis comme nous, on grandit, enfin moi j'ai grandi la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence dans des pays occidentaux. Mon père était diplomate, on voyageait, mais c'était toujours dans des capitales occidentales. J'ai vécu en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et c'était des pays qui appartenaient au bloc capitaliste, entre guillemets, et dont nous, en tant que jeunes personnes, nous ressentions les limites et l'insatisfaction que nous ressentions à une vie purement centrée sur les valeurs matérielles, gagner de l'argent, etc. C'était très frustrant et on a du mal à se représenter aujourd'hui à quel point la société avant 60, enfin au début des années 60 était encore extrêmement rigide, patriarcale, très sclérosée. Hein. Et donc il y a eu cette espèce de vent de libération un peu partout dans le monde, hein, puisqu'il y a eu la révolution en France, en Allemagne, en Italie, mais aussi au Japon, aux États-Unis. Enfin, c'était une espèce de vent comme ça qui a saisi les jeunes un peu partout dans le monde. Et comme nous vivions en Occident, on espérait que la solution, ce soit le communisme ou le socialisme. Alors, c'est pas qu'on rêvait de la Russie, mais par exemple Cuba, Fidel Castro, le Vietnam, Ho Chi Minh, voilà, un peu comme ça, une idéalisation du socialisme. Et donc moi j'étais à Paris en 68, j'étais très engagé dans ce mouvement politique. Et puis en été 68, les chars du pacte de Varsovie donc, écrasent le printemps de Prague, hein, parce que en Tchécoslovaquie, à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie, les jeunes aussi voulaient se libérer, mais eux ils regardaient vers l'ouest, vu qu'eux ils connaissaient le socialisme dit réel, et on connaissait les limites. Et donc le fait de voir n'est-ce pas, les chars du pacte de Varsovie écraser le printemps de Prague, ça a été un vrai choc pour moi, en me disant donc c'est pas le socialisme la solution. Voilà. Après, l'année d'après, c'était l'année du bac, j'ai passé le bac, je devais aller faire des études.
Et j'ai décidé de ne pas faire d'études, mais mes parents à l'époque allaient au Vietnam. Donc j'étais vietnamien à l'époque. Mon père était diplomate vietnamien. Et j'ai décidé de les accompagner. Seulement, c'était les années où la guerre du Vietnam faisait rage. Et arrivé en Thaïlande, on s'est rendu compte que si j'allais au Vietnam, je risquais de ne pas pouvoir en sortir parce que j'avais l'âge de faire le service militaire. J'allais avoir l'âge, je n'avais pas encore 18 ans, mais j'allais avoir l'âge de faire le service militaire. Donc au lieu d'aller au Vietnam, moi je suis resté en Thaïlande et je suis reparti au Népal et en Inde. C'était l'époque des hippies, de la découverte de la spiritualité orientale, etc. Et c'est là que finalement j'ai eu des rencontres avec des maîtres tibétains, où j'ai rencontré le bouddhisme. Alors, mon père était bouddhiste, mais on n'était pas une famille pratiquante, ni ma mère ni mon père. Donc la religion n'avait pas vraiment joué de rôle dans ma vie. Et là, au Népal, en 1969, j'ai rencontré des maîtres tibétains et j'ai fait certaines expériences intérieures très fortes qui m'ont amené à vouloir me consacrer plus ou à découvrir cette spiritualité que je ne connaissais pas mais qui m'intriguait. Et j'ai hésité à l'époque, je me suis demandé est-ce que je devrais vraiment me concentrer entièrement, devenir moine ou yogi ou quelque chose comme ça. Mais bon, en même temps, j'avais quand même vécu en Occident, j'avais une amie, une copine à Vienne, qui est plus tard devenue ma femme, avec qui nous sommes toujours mariés, plus de 50 ans plus tard. Donc bref, j'ai décidé de pas rester en Asie. Je suis retourné en Europe. Ça a été toute une aventure parce que je suis retourné sans argent, par la route, etc. Enfin, ce serait une longue histoire en soi. Et je suis rentré à Vienne, où mes parents vivaient à l'époque. Et j'ai retrouvé mon ami. Et donc, j'étais censé commencer des études parce que j'avais passé mon bac, j'avais passé une année sabbatique. Maintenant, il était temps de me mettre... Et à l'époque, je pensais que j'allais étudier la médecine. Et à Vienne, j'ai rencontré une dame qui... j'avais un ami qui avait eu des problèmes psychiatriques lorsqu'il était au Népal, un ami viennois. Il était retourné à Vienne et il avait rencontré une dame qui avait accepté de l'aider, de faire des thérapies avec lui. Et j'ai été lui rendre visite chez cette dame et je lui ai raconté mes expériences en Inde, ma quête, etc. Et elle m'a dit, mais... oui, et j'allais aller à Strasbourg pour faire médecine parce que j'ai passé le bac à Vienne et je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, l'endroit où on faisait ses études dépendait de l'académie où on avait passé son bac. Comme j'avais passé mon bac à Vienne, ça dépendait de l'académie de Strasbourg, je devais aller faire mes études de médecine à Strasbourg. Et elle m'a dit, mais si tu vas à Strasbourg, en chemin, il y a Dornach, arrête-toi, c'est une université libre, regarde, peut-être ça pourrait t'intéresser. Donc, en route, je me suis arrêté à Dornach, je ne connaissais rien à l'anthroposophie, ni à Rudolf Steiner. Mais du fait des expériences que j'avais faites en Asie, j'étais un peu hésitant. Est-ce que je voulais vraiment aller faire médecine, passer des années sur les bancs de l'Uni, dans les bibliothèques, etc. Et donc ça m'a amené à... Donc je suis arrivé à Dornach et de fil en aiguille, j'ai décidé de faire des études de rythmie, ce qui était vraiment difficilement compréhensible pour mes parents. Ils ne connaissaient rien à ces choses-là. Donc... Parce que vous avez découvert l'anthroposophie vraiment à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Je ne connaissais rien avant. Ouais. Donc j'ai lu le premier livre de Steiner dans le train qui m'a amené à Bâle. Et puis, arrivé à Bâle, j'ai été à Dornach, donc qui est en dehors de Bâle, l'université libre de sciences spirituelles anthroposophiques. Puis là, j'ai regardé un peu les différents cursus d'études qu'ils proposaient. La plupart ne m'intéressaient pas, je ne voulais pas devenir prof, je ne voulais pas devenir peintre, je ne voulais pas devenir acteur, qu'est-ce que je peux faire ici? Mais ça me plaisait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'inspirait. Et donc, j'ai vu eurythmie, donc j'avais fait du yoga en Inde, eurythmie, mouvement, spiritualité. Bon, je vais essayer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Dornach et que j'ai fait 4 ans d'école de rythmie, je suis devenu un rythmiste. Suite à ça, j'ai été prof dans une école Steiner en Allemagne, prof de rythmie et prof de français, ce qui n'était pas une sinécure. et ensuite, donc, entre-temps, j'avais épousé celle qui avait été mon amie à Vienne. On a eu des enfants très jeunes. Ensuite, alors, il y avait... Ce qui m'a séduit dans l'anthroposophie, c'était que j'y voyais un moyen d'allier
ma quête intérieure, spirituelle, et un engagement social dans le monde. Donc je ne voulais pas être que dans une recherche intérieure, mais pas non plus que simplement travailler et gagner de l'argent dans une carrière. Mais et ça c'est un peu un fil rouge dans ma vie, comment concilier la dimension intérieure et la dimension d'engagement social. Et c'est ce que j'ai trouvé dans l'anthroposophie. Donc j'ai été prof et ensuite je me suis tourné vers la pédagogie curative. Et j'ai passé beaucoup d'années à Perceval, donc une communauté qui accueille des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental. Et là, j'ai passé beaucoup de temps en tant que d'abord rythmiste, et puis ensuite j'ai repris des études. J'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation et psychologie à l'Université de Genève. Et puis je suis devenu directeur à l'époque on avait une formation d'éducateurs spécialisés, donc je suis directeur de la formation d'éducateurs spécialisés. J'ai fait ça pas mal d'années, et puis à certains moments j'avais l'impression, bon, voilà, j'ai fait, je connais, ça avance plus tellement, les contingences extérieures devenaient de plus en plus fortes avec des règlements, etc. On a l'impression que je ne pouvais plus m'épanouir complètement, d'autant plus qu'un des éléments vraiment intéressant à Perceval, c'est qu'on avait un système financier très original. C'est-à-dire que l'argent rentrait dans un fonds commun, et ensuite, on pouvait utiliser l'argent en fonction de nos besoins, indépendamment de notre fonction. Donc, ce n'est pas parce qu'on était médecin ou jardinier qu'on prenait plus ou moins. C'était en fonction de ce dont on avait besoin. Donc, c'était une vraie expérience sociale de fraternité économique qui marchait très bien. On a fait ça pendant des années et ça marchait très, très bien. Et puis ça s'est dissous, hein, parce que ça ne correspondait pas au code du travail, etc. C'était en quelle année à peu près ça ? Donc je suis arrivé à Perceval en 1977 et j'y suis resté jusqu'en 2000, à peu près, un peu après 2000. Voilà. Et puis, donc à ce moment-là, quand j'ai vu que cette dimension vraiment assez novatrice, assez différentes de vie communautaire, où travail et vie et idéaux et expérience sociale étaient vraiment unis. Une fois que j'ai vu que ça n'était plus vraiment possible, je me suis dit, bon, je vais changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la possibilité d'entrer au Comité international de la Croix-Rouge, au CICR à Genève. Et il cherchait un directeur pour le département de la formation. Et comme mon doctorat était en éducation des adultes et en psychologie, entre-temps, j'avais créé une ONG dont je parlerai un peu plus tard. À la fin de la guerre du Vietnam, j'ai créé une ONG pour travailler au Vietnam avec les enfants, Eurasia. Et voilà, j'avais beaucoup voyagé, j'étais multilingue, donc j'ai été recruté par le CICR. Et pendant 7 ans, j'étais directeur du département de la formation au CICR, qui a été une expérience extrêmement intéressante parce que ça voulait dire aller dans tous les zones de conflit, de guerre, de catastrophes naturelles, pour se rendre compte de quelles compétences les travailleurs humanitaires qu'on envoyait sur le terrain avaient besoin, et donc de créer des programmes de formation pour les aider à pouvoir faire face aux situations extrêmes auxquelles ils étaient confrontés. Si ça vous intéresse, je pourrais donner quelques exemples. Bah oui, peut-être c'est intéressant justement pour ce degré d'action que vous cherchiez, là vous l'avez trouvé en tout cas. Oui, alors, n'est-ce pas, parce que le CICR donc, c'est la partie du mouvement de la Croix-Rouge qui est les dépositaires des conventions de Genève, c'est-à-dire du droit de la guerre. Donc ce n'est pas santé publique comme Croix-Rouge suisse ou comme ça, c'est vraiment la partie du mouvement qui s'occupe du droit de la guerre. Donc ça s'appelle le droit international humanitaire. Et donc la fonction du CICR, c'est d'aller dans les zones de conflit pour vérifier que le droit de la guerre, que le droit international humanitaire est respecté, et puis aussi d'aider les réfugiés, de rendre visite aux prisonniers de guerre, d'essayer de soulager la souffrance des populations civiles victimes des conflits. Et donc, ça signifie qu'en travaillant au CICR, j'ai visité une grande partie des zones de conflit de notre temps, depuis le Darfour, en passant par la Palestine, en passant par différents pays d'Afrique, Moyen-Orient, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Et donc, c'est une expérience forte, vraiment, de rencontre avec la souffrance, avec les conflits, qui est quand même très bouleversante et où justement notre rôle, enfin mon rôle en tant que formateur,
évidemment, on était toute une équipe, vu que c'est une grande organisation, hein, on a quand même environ 12 000 collaboratrices et collaborateurs. C'était de s'assurer qu'on pouvait leur offrir des formations qui leur permettaient de faire face à ces situations extrêmes auxquelles ils pouvaient être confrontés. Et donc, une des expériences qui m'a particulièrement touché, c'était au Darfour. Donc le Darfour, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, mais pendant longtemps, ça a été... Et c'est toujours pas pacifié, hein, c'est l'ouest du Pakistan, hein, du Soudan. C'est l'ouest du Soudan, dans la Corne d'Afrique. Et donc, ce que j'avais observé jusque-là, c'est que finalement, les zones de conflit se calquaient, si on regarde une carte du monde et qu'on regarde les zones de conflit, on regarde les zones soit de production, soit de transport des ressources naturelles, pétrole et autres, les deux se calquent, hein, parce que les conflits, même s'ils ont des dimensions idéologiques et autres, ont toujours aussi des dimensions économiques importantes. Et donc, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient ou aujourd'hui en Ukraine, etc., on voit qu'il y a toujours aussi une composante vraiment de lutte pour les ressources économiques. Les ressources naturelles, ressources minières, ressources énergétiques, etc. Et le Darfour, il n'y a rien. C'est un désert, il n'y a pas de pétrole, voilà. Et donc, ça m'a vraiment posé question, comment se fait-il que dans un pays où il n'y a rien il y ait un conflit qui était extrêmement violent, hein, qui a duré des années et des années, où il y a eu vraiment énormément de victimes, on n'en a pas tant parlé ici, mais quand même c'est vraiment un conflit qui a fait peut-être, je ne sais pas, au moins 1 million de morts, si ce n'est plus. Et là, je me suis rendu compte que c'était un conflit autour de l'eau. On a deux populations, on a une population de nomades, de troupeaux, qui ont des troupeaux arabophones, et puis une population d'agriculteurs qui ont des champs plutôt africains. Et ces deux populations ont les deux besoin d'eau, évidemment. Et du fait du changement climatique, la désertification, l'eau diminue. Et ça devient source de conflit. À cela se rajoute l'intervention des puissances étrangères qui utilisent ça, bref. Les États-Unis notamment. Pardon ? Les États-Unis notamment. Oui, pas que, vraiment pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les États-Unis sont un des acteurs parmi d'autres, et au Darfour, ils n'ont pas joué un très grand rôle. Et donc, il y a ces conflits autour de l'eau qui sont ensuite renforcés par les marchands d'armes, pour faire simple, hein. Qui trouvent un moyen d'écouler leur production, etc., dont la Chine et d'autres, mais aussi les pays occidentaux, hein, européens et tout ça. Et donc, on voit que ce qui m'est apparu très clairement, c'est que les conflits jusqu'à maintenant étaient surtout des conflits autour de ressources énergétiques du type pétrole, et on voit la violence que ça peut avoir. Mais là, en Ukraine, maintenant, on a aussi les ressources autour du blé, etc. Donc, c'est plus large que ça. Il n'y a pas que le pétrole, mais il y a aussi le pétrole à cause des pipelines, hein. Et au Darfour, c'était un conflit autour de l'eau. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai eu vraiment le sentiment que si les conflits autour des ressources naturelles du type pétrole, etc., sont violents, et on a vu la violence qu'ils peuvent avoir, c'est rien comparé aux conflits à venir autour de l'eau. Parce qu'on peut vivre sans pétrole, moins bien, mais on peut vivre. Mais sans eau, on ne peut pas vivre. Donc le conflit devient existentiel. Donc, et un conflit où on a peur de mourir rapidement, ça crée une violence extrême. Et donc, ce que je me suis dit, la pensée qui m'est venue, c'est que, en fait, les conflits sont au confluent entre des dimensions géopolitiques, des dimensions économiques très importantes, et aussi des dimensions écologiques et climatiques. Et que ce dont j'étais témoin, c'était vraiment les conséquences de ces dysfonctionnements de ces grands systèmes. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler en amont pour essayer d'avoir des systèmes qui soient moins destructeurs pour les humains et pour la planète ? Et c'est là que j'ai commencé à rechercher ce qu'il y avait comme autre perspective sur le développement, et que j'ai rencontré le Bhoutan. Et donc vous êtes allé au Bhoutan à ce moment-là, enfin, comment ça s'est un peu joué? Alors, j'étais encore au CICR,
Et j'arrivais aussi là, j'avais l'impression que là, j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais faire, il y avait eu des changements, enfin bref. J'étais intéressé à continuer. Et j'avais entendu parler du Bhoutan, mais je connaissais personne. Je ne rêvais pas de pouvoir un jour aller au Bhoutan. Ça me semblait extrêmement loin, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, en 2011, le gouvernement royal du Bhoutan a proposé une résolution aux Nations Unies qui s'appelait Happiness and Well-being towards a New Development Paradigm, donc bonheur et bien-être comme nouveau paradigme de développement. La résolution a été acceptée et le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, a demandé au gouvernement bhoutanais d'organiser ce qu'il avait appelé High Level Meeting, donc une rencontre de haut niveau l'année d'après où des chefs d'État, des ministres, des chercheurs, mais aussi des personnes représentant des courants spirituels se rencontreraient à l'ONU pour débattre de ce que signifiait mettre en œuvre l'idée du bonheur et bien-être comme objectif de développement. Et dans ce contexte, le gouvernement du Bhoutan a décidé de créer ça s'appelait Gross National Happiness Center, donc un centre du bonheur national brut, qui n'existait pas encore à l'époque. Ils ont décidé de mettre le poste de directeur des programmes au concours. J'ai postulé, j'ai eu le poste. Simplement. Donc je suis parti d'abord à New York, parce que mon premier poste, ma première mission, ça a été d'aider à préparer ce high-level meeting à l'ONU à New York, où il y avait des représentants de beaucoup de pays, etc. Et puis de là, je suis parti au Bhoutan pour développer le Centre du bonheur national brut. Et ce que j'ai fait de 2012 à 2018. Et depuis 2018, je fais ce que j'ai décrit tout au début, c'est-à-dire d'essayer de ramener ici ce que j'ai appris au Bhoutan. Donc alors, voilà. Effectivement, alors je pense qu'on reviendra sur quelques notions que vous avez évoquées dans l'anthroposophie, etc. Je pense que ça pourra revenir plus tard, notamment pour définir ce que c'est, quand on parlera peut-être de méditation dans le cadre de cette vision du bonheur que vous avez. Mais peut-être pour se concentrer d'abord sur le bonheur national brut, est-ce qu'on peut un peu expliquer sur déjà qu'est-ce que c'est, sur quoi ça repose, ce concept de... Ouais, d'accord. Donc, l'histoire du bonheur national brut est quelque chose de vraiment étonnant qui ressemble à un conte de fées, hein, vu que en 1972, le roi du Bhoutan est décédé et son fils, qui avait 17 ans, devait accéder au trône. Et à l'époque, c'était encore une monarchie absolue. Et donc le jeune prince accède au trône, doit devenir roi, et se rend compte, et c'est un acte de grande sagesse, qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et donc il décide de partir à travers le Bhoutan et de se mettre à l'écoute de ces sujets, d'aller de village en village et de demander aux gens de se mettre à l'écoute. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez impressionnant et aussi qui caractérise le bonheur national brut, que ça a commencé par un processus d'écoute, de demander aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez au fond ? Qu'attendez-vous de moi ? Et lorsqu'il revient dans son palais après avoir vraiment sillonné tout le pays, en grande partie à pied, à l'époque il y avait très peu de routes carrossables, il se dit, mais finalement c'est pas simple parce que les différents groupes veulent différentes choses, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les gens des villes, les gens du village, etc. C'est très varié ce que les gens attendent. Mais finalement, quel est le dénominateur commun ? Qu'est-ce que tout le monde voudrait ? C'est assez simple, tout le monde voudrait être heureux et autant que possible éviter de souffrir. Et il se dit, donc je vais mettre le bonheur comme objectif principal de mon gouvernement. Alors c'est une pensée très noble et très... très sympathique, mais là, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est ça, comment définir le bonheur ? Voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce que ça veut dire de mettre le bonheur au centre d'une politique publique, n'est-ce pas ? Et ça a mis des années à mûrir. Hein. Et la première fois que le mot « bonheur national brut » a été prononcé, c'était un contexte très particulier. Un journaliste indien interviewait le roi du Bhoutan, c'est le 4e roi du Bhoutan, hein, Jigme Wangchuk. Jigme Singye Wangchuk, c'est son nom exact, et lui a dit, de manière un peu provocante et un peu méprisante, « Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est que le produit intérieur brut du Bhoutan ?» Enfin, à l'époque, on disait plutôt produit national brut, hein, c'est une nuance. Et c'est évidemment très peu, surtout comparé à l'Inde. Le Bhoutan, c'est un tout petit pays. Donc. Et là, le jeune roi a répondu, c'était comme une intuition dans l'instant,
pour moi, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut. Et avec ça, il avait formulé comme en une phrase l'essence qui est de dire le développement économique, que l'on mesure avec le produit intérieur brut, n'est pas un but, c'est un moyen. Le but devrait être le bien commun. En d'autres termes, le bonheur ou le bien-être, une manière de formuler ce qu'est le bien commun. Et que finalement, que ce soit le développement économique, le développement technologique et toutes les autres formes de progrès, devraient être au service du bien commun. Alors qu'on vit dans des systèmes dans lesquels ça s'est inversé, puisque les êtres humains sont au service du système économique et que la croissance économique semble être devenue un but en soi. Et donc en renversant, et en nous rendant attentifs au fait qu'on confond le but et les moyens, la fin et les moyens, qu'on a mis comme objectif la croissance économique, l'enrichissement, alors que ce n'est qu'un moyen au service du mieux-être, il a remis les choses à l'endroit, si vous voulez, et il a rendu attentif au fait que toutes les actions du gouvernement devraient avoir comme finalité le bien commun. Et que la croissance économique est un des moyens, et pas du loin pas le seul, qui contribue ou qui peut contribuer au bien commun. Parce que quel est le problème du produit intérieur brut, du BIP? C'est que le produit intérieur brut, premièrement, ne fait pas la différence entre les facteurs de croissance économique qui apportent du bien-être ou de la souffrance. Par exemple, il y a la guerre actuellement en Ukraine. Tous les pays producteurs d'armes sont en train d'augmenter leur PIB en vendant des armes. Donc leur produit intérieur brut monte. Et rien dans le PIB n'explicite le fait qu'il monte parce qu'ils ont une action qui, en fait, amène du malheur et de la souffrance. Autre exemple, il y a quelques années, l'Union européenne a décidé d'inclure le trafic des êtres humains, le trafic de drogue et autres activités illégales dans le PIB. Ce qui est logique, vu que ce sont des transactions financières qui rapportent des milliards. Le trafic d'êtres humains, la prostitution, la drogue, etc., c'est des milliards. Donc, d'estimer, alors c'est une estimation, vu qu'évidemment les gens ne vont pas faire des déclarations d'impôts quand ils sont trafiquants de drogue ou qu'ils font de la traite d'êtres humains, mais on peut estimer l'impact économique, par exemple, de la prostitution. Je crois ce week-end, dans Le Temps, il y avait une estimation du volume en Suisse de prostitution, c'était plusieurs milliards. Donc, lorsqu'on inclut le fruit du trafic de drogue, trafic des êtres humains, etc., dans le PIB monte. Et rien n'indique que les causes qui font monter le PIB sont extrêmement négatives, parce que plus il y a de drogue et plus il y a de prostitution, plus il y a d'argent, mais plus il y a de malheur, évidemment. Ça, c'est un problème du PIB. Le deuxième problème du PIB, c'est que toutes les actions qui ne sont pas rémunérées ne sont pas comptées. Or, l'Office fédéral de la statistique a fait une comptabilisation approximative en Suisse. Le nombre d'heures non rémunérées en Suisse est supérieur, mais travaillées, est supérieur au nombre d'heures travaillées rémunérées. C'est-à-dire la garde des enfants, le ménage. En grande partie, c'est fait par des femmes, pas que, mais en grande partie. Donc, toute une je ne sais pas, s'occuper de ses vieux parents, etc. Donc, il y a une masse énorme d'activités qui sont indispensables au bien-être de la société, qui ne sont pas rémunérées et donc n'apparaissent pas dans le PIB. Et donc le PIB donne une image faussée, parce que si maintenant toutes les personnes qui font du travail bénévole, que ce soit dans le cadre de la familiale ou dans le cadre d'ONG, dans le cadre de volontariat, etc., demandaient à être rémunérées, on ne pourrait pas. On serait absolument incapable de rémunérer, puisque c'est plus d'heures que le nombre d'heures travaillées effectivement payées. Donc on voit que l'image que donne le PIB est une image faussée. Le troisième aspect, c'est que rien dans le PIB ne parle de répartition de la richesse. C'est-à-dire, par exemple, le PIB en Amérique a quelque chose, double tous les, je ne sais pas combien, mais il a monté de manière exponentielle au cours des dernières 25 années. Et parallèlement, les inégalités sociales ont augmenté de manière exponentielle. C'est-à-dire que globalement, oui, l'Amérique est beaucoup, beaucoup plus riche. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup plus de pauvres. Parce qu'il y a quelques milliardaires qui, à eux seuls,
monopolise 80% ou 70% de l'ensemble des richesses du pays. Donc vous voyez, on se rend compte que le PIB n'est pas un instrument de mesure fiable, et donc il faut le remplacer. Et le bonheur national brut, c'est un index, puisqu'on ne peut pas remplacer un instrument de mesure par un idéal, mais il faut le remplacer par un instrument de mesure mieux adapté. C'est une proposition de mesurer le développement d'un pays à partir de 9 domaines. Donc c'est assez concret, effectivement. C'est très concret, ouais. avec des indicateurs, 33 indicateurs, 150 variables, etc., pour mesurer le développement du pays, non pas seulement à partir de critères financiers, mais à partir de critères comme bien-être psychologique, éducation, santé, utilisation du temps, vitalité de la communauté, vitalité écologique, vraiment des choses qui parlent de ce qui fait la vie humaine. Et évidemment, l'argent est une des choses, mais une parmi beaucoup d'autres. Et puis alors le bonheur, justement, comment le définir, puisqu'on pourrait penser qu'il est individuel et que chacun a un bonheur différent, enfin en tout cas peut le vivre différemment. Alors comment dire, finalement, pour tout le monde, ça sera cet indicateur, cette définition du bonheur qui est la bonne, finalement. Donc, je pense que pour répondre à cette question, il faut se rendre compte que le bonheur est un terme très flou et qu'on doit définir. Parce que déjà depuis la tradition philosophique grecque, il y a deux types de bonheur. Un qu'on appelle hédonia, dont on tire le mot l'hédonisme, hein, qui est le plaisir, le bonheur en tant que plaisir. Alors, rien de mal avec le plaisir, mais évidemment, le plaisir est tout à fait individuel. C'est-à-dire, si votre plaisir, c'est de boire un verre de bon vin, et qu'un autre dit « moi, je ne bois pas d'alcool », c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Si votre plaisir, c'est de faire des marches en montagne, un autre dit « pour moi, c'est l'horreur d'aller marcher en montagne, j'aime être couché sur la plage au bord du lac », vous voyez. Donc là, évidemment, on n'a pas envie que quelqu'un, le gouvernement ou mon patron vienne me dire « le bonheur, c'est d'aller en montagne ou d'aller au lac, ou de boire ou de ne pas boire, ou de manger ci ou manger ça ». Donc, il ne s'agit pas de ça. Hein. Donc, il ne s'agit pas de ce qui me fait plaisir, voilà. Par contre, il y a un autre concept de bonheur que les Grecs appelaient oidemonia. Oi, ça veut dire beau ou harmonie ou juste. Et daimon, ce n'est pas le démon, mais c'est mon être véritable, mon être supérieur. Ça veut dire vivre en harmonie avec mon être véritable, mon être supérieur. Le philosophe Paul Ricoeur l'a formulé comme ça, une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Hein, donc, ça serait une vie bonne, alors après on va parler de ce qu'est une vie bonne, avec et pour les autres, donc c'est pas juste moi, mes petits plaisirs à moi, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix, hein, dans des institutions justes. Et je pense qu'il faudrait rajouter aujourd'hui en harmonie avec la nature du fait de la crise écologique. Donc je dirais en gros, c'est une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes, en harmonie avec la nature. Et donc là, on a trois relations finalement. L'intériorité, la relation avec l'autre et avec ce que vous avez rajouté, c'est avec l'environnement finalement. Exactement. Et c'est ça, exactement ça notre définition du bonheur, c'est de dire, de vivre en harmonie avec soi-même. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire avoir l'impression que j'ai une vie qui fait sens, où je peux faire une contribution qui me satisfait, où j'ai l'impression qu'il y a un alignement entre mes valeurs et ce que je vis, ce que je fais, n'est-ce pas ? Qui demande aussi une certaine introspection, de savoir mais c'est quoi mes valeurs et qu'est-ce qui me tient à cœur ? Pas juste courir après ce que les autres ou les médias ou que sais-je, mais vraiment de me demander en moi-même qu'est-ce que... Voilà. Donc vivre en harmonie avec soi-même, vivre en harmonie avec les autres et avec la société, c'est-à-dire la qualité des relations humaines, nos compétences sociales, etc. Et vivre en harmonie avec la nature. Donc ce sont ces trois composantes-là que nous mettons au centre de ce que nous appelons bonheur, dans le sens du bonheur national brut. Et ensuite, comment chacun le vit, libre à chacun. Ce n'est pas une dictature du bonheur où on va imposer aux gens de faire ci ou ça. Par contre, ça nous permet de développer des indicateurs qui permettent aux gens de ressentir et d'observer dans quelle mesure, par exemple, l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou la société dans laquelle ils vivent, crée des conditions cadres qui sont favorables à cela. Donc, on ne peut pas édicter le bonheur, on ne peut pas imposer le bonheur, mais on peut créer des conditions cadres qui vont le favoriser. Par exemple, plus de justice sociale égale plus de bien-être. Par exemple, vous voyez ? Donc, ce n'est pas que la justice sociale crée le bonheur, mais la justice sociale crée un cadre qui favorise l'épanouissement des gens. Donc, ce sont des choses comme ça. Et l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les compétences au bonheur, qui est la dimension intérieure dont on parlera, si vous voulez. Et puis donc, effectivement, cet indice crée des conditions cadres.
Mais concrètement, est-ce qu'il est donc appliqué par certains pays, par certaines régions, ou est-ce que pour l'instant ça reste très centré sur le Bhoutan et sur finalement ce petit pays d'Asie? Alors le Bhoutan a été pionnier, hein, c'était le premier pays à vraiment l'inscrire dans la Constitution et faire des enquêtes régulières pour vraiment mesurer l'évolution du pays en fonction de ces 9 domaines. Et puis, il faut rajouter encore qu'il y a 4 piliers dans le bonheur national brut. C'est intéressant parce que on parlait un peu d'anthroposophie. Rudolf Steiner parlait de 3 triarticulations sociales. Hein. Donc, il parlait, lui, de 3 piliers dans la société qui sont la liberté dans le domaine culturel, l'égalité dans le domaine politique et légal, et la fraternité dans le domaine économique. Et on a la même chose au Bhoutan, mais se rajoute un 4e pilier qui est l'interdépendance au niveau écologique. Donc c'est très très similaire, c'est intéressant et ça s'est développé totalement indépendamment parce que les Bhoutanais n'avaient jamais lu Steiner. Et malgré le fait que c'est une monarchie, c'est aussi intéressant ça. Absolument, ouais. Mais c'est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire le roi du Bhoutan a renoncé à son pouvoir volontairement, sans pression populaire, en disant il faut, pour que le pays puisse évoluer, il faut que ce soit démocratique. Donc, je reviens à votre question. Le Bhoutan a été le premier et le seul à l'appliquer complètement, mais l'idée d'indicateur alternatif, indicateur du bien-être, c'est quelque chose qui s'est énormément répandu dernièrement. Donc il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Islande, l'Écosse, le Pays de Galles, enfin ce ne sont pas des nations, l'Écosse et le Pays de Galles, mais ce sont quand même des entités politiques importantes, le Canada, qui utilisent déjà des indicateurs alternatifs. Et c'est intéressant qu'en France, il y avait eu une commission, c'était la commission Sen-Fitoussi, ce sont 2 économistes connus, qui avaient proposé au gouvernement, à l'époque c'était Sarkozy, des indicateurs alternatifs. Ça n'a jamais vraiment été mis en œuvre. Mais donc l'idée que pour mesurer le développement d'un pays, le PIB n'est pas suffisant et qu'il faut des indicateurs plus holistiques, plus complets, c'est très très courant maintenant. Et par exemple, l'OCDE a développé des indicateurs du bien-être qui sont intéressants d'ailleurs. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi peut-être une... Parce qu'on a l'impression que les pays dont vous parlez, le Canada, la France, ont quand même plein de problèmes dans leur gestion interne, dans la façon dont les inégalités aussi s'accroissent, etc. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi utilisé parfois par ces pays comme un peu du greenwashing? On parle de greenwashing en écologie, mais aussi comme finalement quelque chose qu'on utilise pour faire joli. Mais est-ce que dans la réalité, il y a vraiment un impact? Est-ce que vous voyez ça? Mais ça, on ne peut pas y répondre de manière générale, parce que ça dépend de la motivation et du sérieux des gens qui le mettent en œuvre, n'est-ce pas? N'importe quoi peut être utilisé comme un prétexte ou comme une espèce de façade pour cacher d'autres choses, ou peut être utilisé effectivement et de manière conséquente et de manière réelle. Donc ça, il n'y a pas de réponse à cette question, n'est-ce pas? Il faudra regarder au cas par cas. Est-ce que véritablement ces indicateurs... Parce qu'il y a 2 choses. Finalement, des indicateurs, en soi, ne sont rien d'autre qu'une photographie. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette photographie? Est-ce qu'on va en tirer des conséquences pour dire, alors on va orienter l'action politique de manière à, par exemple, réduire les inégalités ou essayer d'améliorer des problèmes dont on s'est rendu compte grâce à cette meilleure perception? Ou est-ce qu'on a une perception puis on ne fait rien? Donc, vous voyez, en soi, la perception n'impose pas une action, mais elle rend possible une action. Et elle est indispensable comme condition préalable pour une raison très simple, c'est que ce que nous mesurons est important, parce que ce que l'on compte, compte. Je veux dire par là, lorsqu'on mesure quelque chose, on met notre attention sur quelque chose. À partir du moment où on met notre attention sur quelque chose, ça va nous encourager à agir. Tant qu'on n'en est pas conscient, on ne va certainement pas agir. Alors on peut en être conscient et ne pas agir, certes, mais on ne peut en tout cas pas agir si on n'en est pas conscient. Donc c'est de toute façon un premier pas important. Ensuite, est-ce qu'il y a la volonté et aussi le pouvoir politique nécessaire pour le mettre en œuvre? C'est une deuxième question auquel on ne peut pas répondre de manière très générale, mais par exemple, dans le cas de la Nouvelle-Zélande,
on a vu vraiment des choses très intéressantes être mises en place. Puis alors, depuis 10-15 ans, le numérique, l'économie numérique se développe très fortement partout dans le monde. Quelle vision vous avez de ce développement, de cette émergence dans le cadre d'un bonheur ou d'une vie puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur le développement cognitif des enfants par rapport au numérique, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là et cette révolution numérique ? Mais je pense que le numérique en soi n'est ni bien ni mal. C'est comme au XIXe siècle l'apparition des machines. N'est-ce pas ? Et alors évidemment, la révolution industrielle a privé des millions de gens de leur travail, à commencer par les tisserands, n'est-ce pas ? Parce que tout d'un coup, c'était des machines qui tissaient. Mais en soi, la machine n'est ni bien ni mal. La machine est ce qu'on lui fait faire. Et le numérique, c'est exactement la même chose. Le numérique, c'est ni bien ni mal. Le numérique, c'est un outil supplémentaire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va devenir les esclaves du numérique ? C'est-à-dire, est-ce que les humains sont au service de cela, ou est-ce que le numérique est au service de l'humain ? C'est ça la question, n'est-ce pas ? Et donc, moi, je n'ai pas d'opinion si le numérique est bien ou mal. La question, c'est est-ce que le numérique est utilisé à bon escient ? Par exemple, dans l'éducation de la petite enfance, le numérique n'est pas utilisé à bon escient. Par contre, il y a toutes sortes d'activités humaines pour lesquelles le numérique est extrêmement utile. Si vous n'aviez pas de numérique, on ne ferait pas cette interview aujourd'hui, parce que vous n'auriez aucun moyen de le diffuser. Donc, n'est-ce pas, le fait que vous allez utiliser des plateformes numériques pour diffuser l'interview, c'est neutre. Vous pouvez interviewer quelqu'un qui va répandre des positions, je ne sais pas moi, extrémistes ou pleines de haine, et donc le numérique va avoir un impact négatif. Et j'espère que l'interview qu'on est en train de faire ne va pas avoir d'impact négatif sur les gens, et donc j'espère que le numérique sera utilisé à bon escient. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, se pose la question, alors de la même manière qu'une grande partie du travail qui dépendait de la force musculaire a été transférée à la machine, de la même manière, une grande partie du travail qui était lié aux compétences intellectuelles va être transformée, et déjà transférée, et va être de plus en plus transférée aux machines. Donc, si une grande partie de ce qui était le travail intellectuel, qui était ce que nous faisions en tant qu'être humain, est fait mieux et plus vite, dans le meilleur des cas, par des machines, qu'est-ce qui reste aux humains ? Donc, qu'est-ce qui est véritablement humain ? Vous voyez ? Et ça pose des questions extrêmement intéressantes sur qu'est-ce qu'est la nature humaine, quelle est la fonction de l'éducation, qu'est-ce qu'on devrait développer. Vous voyez ? Donc, résister au numérique, c'est perdu d'avance. C'était comme ceux qui ont cassé les machines, les tisserands qui cassaient les machines à tisser en espérant pouvoir rester au métier. C'est perdu d'avance. La question, c'est comment utiliser ces progrès de manière qu'ils soient vraiment au service, encore une fois, du bien commun. Et puis, alors, c'est intéressant, vous parlez de finalement définition de qu'est-ce que fait un être humain. Donc là, ça fait de nouveau le pont avec la spiritualité, et la méditation, notamment. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la méditation. Et comme vous avez ces deux, finalement, facettes, le bouddhisme, l'anthroposophie, est-ce que vous pourriez revenir sur, finalement, quels sont les différents types de méditation qui existent aujourd'hui ? Enfin, finalement, qu'est-ce que la méditation aussi, peut-être, et comment vous la vivez, vous, notamment dans ces deux facettes orientales et plus occidentales, dans le développement intérieur. Oui, alors avant d'entrer dans ces nuances entre Est et Ouest, etc., je crois qu'il faut d'abord définir de quoi on parle. Et dans quel contexte, par exemple, par rapport au bonheur national brut. Donc je vous disais, il y a un concept important dans le bonheur national brut, c'est l'idée qu'il y a des compétences au bonheur. Qui dit compétences dit ce sont des choses qu'on peut enseigner et apprendre. Donc c'est pas, il y a des gens qui sont heureux comme ça tombe du ciel, il y a des gens qui ne le sont pas, tant pis pour eux, mais c'est l'idée que c'est lié à des compétences et que ces compétences on peut les développer comme toutes les compétences. Ce qui est intéressant, c'est que la recherche scientifique a fait énormément de progrès dans ce domaine au cours des dernières décennies, en particulier grâce à toutes les recherches sur le cerveau, etc. Et donc on sait aujourd'hui, avec des fondements scientifiques extrêmement solides, quels sont les différents éléments intérieurs, si je puis dire, qui vont favoriser le bonheur, le bien-être, etc. Et nous, avec le bonheur national brut, on se concentre sur deux aspects essentiels. Un, c'est tout ce qui tourne autour de la pleine conscience, mindfulness, donc méditation au sens très large.
J'y reviendrai. Et l'autre, c'est tout ce qui tourne autour des apprentissages socio-émotionnels. Donc, je voudrais un peu parler de ces deux choses. Donc, mindfulness ou pleine conscience, le point de départ, c'est de dire notre capacité d'attention et ce que nous avons de plus précieux en tant qu'être humain. Notre capacité d'être attentif à, ce qui va nous permettre de percevoir, de penser, de ressentir, etc. Tout ça sont des fonctions de la conscience, donc être conscient d'eux, voyez. Mais on voit que la plupart du temps, notre attention, notre vigilance, notre conscience est déterminée par des facteurs extrinsèques. Les médias, la propagande politique, etc. Et on voit, par exemple, n'est-ce pas, il y a quelques mois, le seul sujet de conversation, tout le monde parlait Covid, on était contre les vaccins, pour ci, contre ça, etc. Covid. Tout d'un coup, voumf, maintenant c'est Ukraine, et tout le monde pense à la même chose. Donc on voit, il y a une manipulation de l'attention elle-même. Je ne parle même pas du contenu, est-ce qu'on est pour, contre, on a telle ou telle opinion, même pas ça. Juste, tout le monde pense au Covid, paf, tout le monde pense à l'Ukraine. C'est-à-dire que, en fait, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas libres de ce à quoi nous portons notre attention. Mais c'est déterminé de l'extérieur. Et si vous pensez aux plus grandes capitalisations de l'économie contemporaine, ce sont toutes des capitalisations qui vendent et qui commercent avec des données liées à l'attention. Facebook, Google, etc. C'est YouTube, tout ça, c'est combien de clics et combien de temps les gens restent. Et comment une extraordinaire ingéniosité est développée pour attirer l'attention et faire que vous restiez sur le site, Donc, c'est la plus grande valeur, c'est l'attention. Et c'est notre bien le plus précieux. Et la plupart du temps, ce n'est pas nous qui décidons où elle se situe. Et donc, la pleine conscience ou la méditation, de manière très générale, c'est notre capacité à diriger de manière intentionnelle notre attention. C'est ça le point de départ. Sommes-nous capables de décider par nous-mêmes sur quoi nous mettons notre attention? Et lorsqu'on essaie d'observer, on se rend compte, c'est pas si simple. Je me dis, ok, je vais être silencieux intérieurement, et les pensées partent dans tous les sens, etc. Ça demande un vrai exercice. Et donc, c'est comme une intériorisation de notre capacité de conscience, de manière à pouvoir diriger par nous-mêmes, intentionnellement, notre attention. Une autre manière de le dire, c'est de dire que notre attention et nos intentions sont alignées. Parce que sinon, j'ai des bonnes intentions, mais mon attention, elle est autre part. Et donc, j'ai aucune force dans l'attention, dans mes intentions. Parce que là où il y a l'attention, il y a l'énergie. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, ce qu'on compte, compte. Ce que l'on mesure est important, parce que là, on met de l'attention dessus. Et si on veut pouvoir résister à cette espèce de vampirisation de l'attention qu'on a à travers les Google, et Facebook, et Twitter, et TikTok, etc., ça demande une capacité à maîtriser notre propre force d'attention. Et ça devrait faire partie de l'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Donc ça, c'est la première dimension de la méditation, la dimension de base. Ensuite, c'est quel contenu on lui donne à cette méditation. Mais ça, c'est très vaste. Mais déjà, est-ce qu'on est capable de décider nous-mêmes sur quoi nous posons notre attention? Donc notre capacité de concentration, etc. Et ça a un lien direct avec l'autre grand volet, qui sont les capacités socio-émotionnelles. Parce que les capacités socio-émotionnelles, alors si on reprend les trois volets, vivre en harmonie avec soi-même, le premier, c'est déjà connaissance de soi. Connaissance de soi, ça suppose une capacité d'introspection, donc de rentrer l'attention vers l'intérieur. Ouais. Deuxièmement, ça demande une plus grande conscience de nos émotions. Parce que vous voyez, les émotions, c'est un peu comme ça. Ça fluctue entre le conscient et l'inconscient. Il y a une grande partie de nos émotions ne sont pas vraiment conscientes. Quand elles deviennent très fortes, elles sont très conscientes. Je me mets en colère, je sais que je suis en colère. Vous voyez. Ou quand une émotion commence juste, c'est difficile à cerner. Puis une fois qu'elle devient forte,
Là, on est submergé. Il y a cette magnifique image dans Le Petit Prince, du Petit Prince qui raconte au pilote que tous les matins, il fait la toilette de sa planète pour distinguer les germes de baobab et les germes de rosier. Les germes de baobab, ils sont inoffensifs tant qu'ils sont petits, et si on les arrache, plus de problème. Par contre, les germes de rosier, on doit les arroser et s'en occuper. Et il dit, mais si on ne le fait pas, le baobab peut croître, les racines peuvent exploser la planète. Et ça, c'est vraiment une analogie de notre vie intérieure, n'est-ce pas? Une petite émotion, au début, ce n'est pas grand-chose. Mais si on n'en prend pas conscience, ça peut devenir quelque chose qui va nous submerger, que ce soit la dépression, la colère, les émotions destructrices. Puis de l'autre côté, on peut apprendre à cultiver consciemment les émotions positives comme la gratitude, la compassion, la bonté, la bienveillance, etc. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à gérer nos émotions difficiles et à cultiver consciemment nos émotions positives, si vous voulez. Et ça, c'est aussi de la méditation. Vous voyez, intentionnellement cultiver certaines qualités et intentionnellement transformer certaines dimensions difficiles. Et donc, ça, c'est assez universel. Après, les techniques particulières peuvent être différentes selon les traditions, etc. Mais finalement, ces deux aspects-là de la pleine conscience, la concentration, la capacité à gérer notre attention et la culture de notre vie intérieure, de notre âme, si vous voulez, on le trouve aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Mais est-ce que ce n'est pas ces deux points qui nous définissent aussi en tant qu'être humain ? Par exemple, par rapport aux animaux, par rapport aux intelligences artificielles, etc. Est-ce que ce n'est pas ces deux points qui font de nous des êtres humains ? Alors, ce ne sont pas les deux seuls, mais ce sont les deux premiers. Effectivement, hein, n'est-ce pas, la pleine conscience, donc notre capacité à gérer notre propre intériorité, à notre propre attention et notre capacité à transformer notre vie affective, c'est effectivement quelque chose qui appartient purement à l'humain. Mais pas que. Ce qui appartient aussi à l'humain, c'est notre capacité à créer des relations d'amour et d'amitié. Donc ça fait aussi partie de l'humain, n'est-ce pas ? Et les machines, elles n'aiment pas. Les machines, elles peuvent faire semblant, elles peuvent imiter un comportement amoureux ou amical, mais il n'y a pas de, n'est-ce pas, le fait de créer des liens d'amitié, de confiance, etc., ça appartient vraiment à l'humain. Donc ça, c'est une deuxième chose, un troisième élément qui est vraiment purement humain. Et la quatrième, c'est la dimension des valeurs. Une machine n'a pas de valeur. Une machine, elle regarde ce qui est le plus efficace, mais il n'y a pas de valeur. Et la grande différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'animal est géré par, ce sont les instincts qui déterminent l'action animale, et c'est tout à fait OK parce que c'est comme ça que l'animal fonctionne, et il fonctionne très bien avec ça. Pour l'être humain, ce ne sont pas les instincts. Alors si, pour l'être humain, c'est les instincts qui dictent nos comportements, on a un problème. Pour l'être humain, ce sont les valeurs qui doivent dicter nos comportements. Et ça, c'est quelque chose de purement humain. Donc, et il y a 5 composantes de l'intelligence émotionnelle. La première, c'est connaissance de soi. La deuxième, c'est gestion ou transformation de soi. La troisième, c'est conscience sociale, conscience des autres. La quatrième, c'est notre capacité à créer des relations durables, pleines de sens. Et la cinquième, c'est prise de décision éthique. Et toutes les 5, ça, c'est purement humain. Et c'est pour ça que tous nos programmes, par exemple éducatifs, tournent autour du fait qu'il est indispensable de nos jours de développer ces compétences chez les enfants, parce que ça, c'est ce qu'ils auront toujours, qui les différencieront des machines. Parce que c'est aussi là-dessus que se crée, par exemple, la capacité d'innover, de rêver, de travailler ensemble. Ça repose sur ces fonctions-là. Et ça, c'est quelque chose d'humain. Et puis la méditation peut peut-être aussi aider à faire en sorte que ces valeurs, cette éthique, ne soient pas influencées par l'extérieur, par une autorité, par des autorités externes, mais viennent aussi de l'intériorité de la personne qui les développe, disons, en fonction de ses propres ressorts intérieurs. D'un côté, oui. D'un autre côté, n'est-ce pas, nos valeurs, elles sont toujours en interaction. Je veux dire, je n'ai pas des valeurs juste pour moi dans un espèce de vase clos, n'est-ce pas ? C'est quand même, par exemple, par rapport à la perception que j'ai, disons, pour reprendre le thème, je ne sais pas, des injustices sociales ou de l'exclusion ou de
voyez, de choses qui me heurtent, que je vais développer des valeurs. Donc les valeurs, elles ne sont pas non plus complètement fermées en moi. Cela dit, ça me permet de résister, enfin de prendre le contre-pied à un lavage de cerveau, à une propagande, vous voyez, au fait justement de niveler que tout le monde pense la même chose en même temps avec un matraquage médiatique, par exemple. Ça, oui. Mais cela dit, les valeurs ce n'est pas quelque chose qui est enfermé, c'est relationnel. D'où l'importance de l'écoute, du dialogue, de la conversation pour ensemble découvrir ce qu'on veut faire. Alors pour en revenir peut-être au contenu de méditation quand même, aux différences entre les différents courants spirituels, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur les différences qui peuvent exister entre la méditation anthroposophique que vous avez pratiquée et la méditation de type un peu bouddhiste que vous avez aussi pratiquée ou pratiquée encore? Est-ce que vous pourriez revenir sur ces... Et vous savez, je trouve que c'est pas si simple que ça de parler de ces différences, parce que c'est pas tellement dans les techniques de méditation que les différences sont tellement marquées. Premièrement, aussi bien dans le contexte de l'anthroposophie que dans le contexte des multiples écoles bouddhistes, il y a énormément de pratiques méditatives différentes. On ne peut pas dire ce qu'est la méditation bouddhiste. Il n'y a pas la méditation bouddhiste. Il y a une multiplicité d'écoles, d'exercices, de pratiques, etc. De la même manière, dans le cadre de l'anthroposophie, il y a tout ce qu'on appelle, je sais pas, les exercices préparatoires, ensuite il y a l'exercice de concentration, et ensuite il y a différents types de contenus sur lesquels on médite, etc. Donc ce sont des domaines très très vastes. Je pense que les différences sont beaucoup des différences de contexte culturel et de contexte culturel. C'est-à-dire que l'anthroposophie est née d'une part de la tradition judéo-chrétienne, c'est une philosophie ou un courant spirituel occidental, c'est une forme d'ésotérisme chrétien, si vous voulez, nourrie en plus fortement par la philosophie allemande. Steiner était quand même autrichien, germanophone, il a été nourri par Kant, Hegel, Fichte, donc la philosophie allemande. Donc c'est un certain contexte culturel, historique, parce que les choses sont aussi toujours incarnées dans des endroits et dans des temps, n'est-ce pas ? Et donc l'anthroposophie a été fortement marquée par cela, par ce contexte à la fois chrétien et en même temps de la philosophie idéaliste allemande. Ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant chez Steiner, plus que des techniques de méditation particulières, qui ne sont pas si particulières que ça à mon avis, c'est la capacité de Steiner de mettre en relation une vision spirituelle de l'être humain et de l'univers avec des pratiques sociales et culturelles vraiment concrètes. On parle de pédagogie steinérienne ou Waldorf, on parle de pédagogie curative, Steiner, Waldorf, on parle de médecine anthroposophique, on parle d'agriculture biodynamique, etc. Donc, il a été incroyablement précurseur. Parce que, par exemple, l'agriculture biodynamique, il l'a créée à un moment où personne ne pensait qu'il y avait un problème écologique. En 1900, il n'y avait pas de problème écologique. En tout cas, on n'en était vraiment pas conscient. Et il n'y avait pas beaucoup, honnêtement. Et donc, il faut se rendre compte, l'agriculture biodynamique répond à des problèmes qui n'existaient pas encore vraiment. Donc, c'était complètement précurseur. Et ça, c'est juste extraordinaire. De la même manière, n'est-ce pas, les éléments de la pédagogie steinérienne ont toujours été très bonnes pour les enfants, mais je trouve qu'aujourd'hui, elles répondent à des défis encore beaucoup plus intenses qu'il y a 100 ans quand ça a été créé. Parce qu'on a parlé des médias, etc., etc. Donc, comment renforcer les enfants pour qu'ils puissent faire face à un monde quand même difficile. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment peut-être l'aspect qui m'impressionne le plus, que j'admire le plus avec Steiner, c'est ça a été cette capacité de relier une compréhension spirituelle du monde avec des pratiques extrêmement concrètes. Là où j'ai aujourd'hui plus de mal avec l'anthroposophie, avec Steiner, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme superstructure ésotérique qui, pour la plupart des gens, est incompréhensible, donc très difficile à communiquer, qui semble, c'est comme un vocabulaire qui date d'il y a 100 ans. Quand on lit aujourd'hui Steiner, il faut beaucoup de bonne volonté pour vraiment... C'est quand même un peu étrange comme vocabulaire, et il y a toutes sortes de choses qui sont de son époque.
Donc, dans la mesure, s'il y a une espèce de divinisation de Steiner, comme si Steiner l'a dit, c'est que c'est vrai, etc., sans vraiment un esprit critique et en regardant, mais est-ce que c'est toujours d'actualité, je crois qu'on peut aller dans des impasses. Et l'autre chose qui me semble problématique, c'est que c'est intéressant, parce que moi j'ai beaucoup travaillé l'œuvre philosophique de Steiner, philosophie des libertés, science et vérité, etc. Et Steiner a une conception très claire une épistémologie, une théorie de la connaissance extrêmement claire, relativement simple et très profonde, où il dit, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait deux choses qui se rencontrent. Un, c'est l'observation d'un phénomène, une expérience, et l'autre, c'est le concept, l'idée qui permet d'éclairer cette expérience. Parce qu'une expérience, une perception par exemple, sans idée, on ne la comprend pas. Il faut qu'on ait un concept qui nous permette de nommer, de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'expérience qu'on fait. Donc, une expérience sans concept, c'est une abstraction, c'est quelque chose de chaotique. Mais une pensée sans expérience ou sans perception, c'est une abstraction. Vous voyez ? Or, donc, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait concept et perception qui s'unissent. Ça, c'est la base de l'épistémologie steinérienne. Mais ce qu'on voit dans l'anthroposophie, c'est que plein de gens ont plein d'idées pour lesquelles ils n'ont aucune perception, aucune expérience, et ils vous sortent ces idées comme ça, et ce sont des abstractions. Ce n'est pas utilisable parce que ils ont lu ça, ok, ils l'ont lu, très bien, ils y croient, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, ce n'est pas une connaissance. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait vraiment perception et concept qui s'unissent. Ça, c'est le problème que j'ai avec l'anthroposophie, où j'ai l'impression souvent, ce sont des théories pour lesquelles il n'y a pas l'équivalent en termes d'expérience réelle qui permettent de donner du corps aux idées. Par contre, encore une fois, là où je suis totalement admiratif de Steiner et de l'anthroposophie, c'est la capacité de Steiner et ceux qui l'ont suivi d'incarner ces idées ensuite dans la pratique. Parce que là, on a quelque chose de réel. Vous voyez ? On a des idées pédagogiques et on les met en œuvre. On a des idées sur l'agriculture et on les met en œuvre. Donc ça, pour moi, c'est l'élément vraiment impressionnant de l'anthroposophie. Et que pensez-vous des critiques alors ? Parce qu'il y a beaucoup de critiques, notamment en France, mais aussi en Suisse, ou partout dans le monde, sur l'anthroposophie. Est-ce que vous pensez que ça vient justement de ce côté un peu déconnecté de certaines personnes actuellement dans le mouvement qui... Je pense qu'il y a des critiques justifiées et des critiques non justifiées. Donc pour moi, ce que je viens d'émettre, c'est pour moi une critique justifiée, de dire qu'il y a un danger que l'anthroposophie puisse devenir une espèce de construction un peu théorique, abstraite, ésotérique, difficilement compréhensible et qui se réfère à des choses pour lesquelles le commun des mortels n'a aucune possibilité de dire est-ce que c'est vrai ou non. Vous voyez, quand Steiner décrit, je ne sais pas, les autres mondes, les hiérarchies, etc., enfin, peut-être vous, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'ange, d'archange, donc je ne sais pas, je peux le dire chez Steiner, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune capacité de perception de ce qui est décrit. Et donc, on peut partir dans une espèce de récit comme ça, vous voyez, un peu mythologique. Et pour moi, finalement, l'anthroposophie, c'est une espèce de mythologie. Une mythologie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est un récit sur le monde. Vous voyez ? C'est un beau récit, mais c'est un récit. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est un récit. Voilà. Donc, il y a des critiques qui sont justifiées, à mon avis, et puis il y a des critiques qui sont malveillantes. Qui sont, parce que par exemple en France, il y a une espèce de laïcité militante, tout ce qui touche à la spiritualité est d'emblée déconsidéré, etc. Donc, à mon avis, ce n'est pas justifié, mais c'est une espèce d'a priori anti-spirituel. C'est pas dire, ouais, c'est tout n'importe quoi, c'est juste absurde, ou que sais-je. Donc, à mon avis, ça, ce ne sont pas des critiques justifiées, n'est-ce pas ? Et il y a aussi souvent de la malveillance, parce qu'on ne comprend pas, ça semble bizarre, et donc, voilà, on critique sans comprendre. À mon avis, par rapport à n'importe quel système, il est indispensable de nos jours d'avoir une distance critique et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux accepter ? Qu'est-ce que je comprends ? Je ne sais pas, ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas vrai, mais je dois dire, là, c'est ce que je comprends. Autre chose, peut-être, mais je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, parce que moi, je ne le sais pas. Mais moi, je dirais la même chose pour le bouddhisme, pour n'importe quelle spiritualité, vous voyez, d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle, de pouvoir dire, ça, je peux l'affirmer parce que j'en ai fait l'expérience, et quand je vous en parle, j'en parle en connaissance de cause, ou ça... Je ne sais pas, j'y crois, je l'ai lu, mais je ne sais pas en réalité. Et c'est OK, on croit ce qu'on veut, mais il ne faut pas faire semblant qu'on sait ce qu'on croit. Je veux dire, la distinction entre croyance et savoir,
C'est quand même très important. Donc on a absolument le droit d'avoir nos croyances, mais il ne faut pas dire ce que je crois, je le sais. Je ne le sais pas, je le crois. Et autre chose, c'est un processus de connaissance qui me permet vraiment de fonder ce que je dis sur mon expérience vécue. J'en ai fait l'expérience, je peux l'affirmer parce que j'ai une expérience directe de ce que j'affirme. Et ça a toujours été mon effort, même quand j'ai enseigné pendant très longtemps au séminaire de Perceval des cours anthroposophiques. Et ça a toujours été mon effort de dire clairement, écoutez, ce que je vous dis là, c'est l'expérience que j'ai faite, je peux me porter garant. Ça, vous pouvez le lire chez Steiner, peut-être que c'est vrai, moi je ne sais pas. Mais soyons ouverts comme une hypothèse possible, mais je ne peux pas affirmer c'est vrai. Mais je dirais la même chose par rapport au bouddhisme. Et puis alors, vous parliez de pédagogie Steiner, vous avez été un enseignant de cette pédagogie, et vous êtes aujourd'hui actif dans des programmes qui, disons, mettent en place des types de pédagogie ou d'éducation différentes. Est-ce que maintenant, finalement, on pourrait parler un peu éducation et développer finalement ce que vous avez comme idée de la nécessité de l'éducation ou d'une autre éducation aujourd'hui? Oui, ça a à faire avec la manière dont je conçois la transformation sociale. Pour moi, la transformation sociale s'articule autour de 3 pôles. Il y a un pôle qui est, il nous faut un nouveau discours, un nouveau narratif, repenser ce qu'est être humain, ce que c'est que d'être un être humain, de repenser ce qu'est la société. Donc il faut repenser, il y a une nécessité de développer un nouveau discours autour de la vie, si vous voulez, pour faire... et par exemple, Bonheur national brut, c'est une contribution à un nouveau discours qui dit arrêtons de nous focaliser sur le développement économique et regardons le développement humain dans sa totalité. En gros, c'est ça, c'est rien d'autre, le Bonheur national brut. Ensuite, il est important d'avoir des projets pilotes de petite taille dans lesquels on peut faire l'expérience. Est-ce que les idées qu'on a, elles sont réalisables? Et pour moi, une école Steiner, c'est ça. Un centre pédagogique curatif, c'est ça. Une ferme biodynamique, c'est ça. Ce sont des projets pilotes de petite taille, mais dans lesquels on tente le coup, on essaye, on regarde ce qui ne marche pas, c'est un laboratoire. Mais c'est clair que, par exemple, moi, je travaille au Vietnam, essentiellement. Au Vietnam, on a environ 30 millions d'enfants dans les écoles. On a 3 écoles ou 4 écoles Steiner, donc la totalité des élèves dans l'école Steiner, c'est quelques centaines. Et c'est très bien, super, moi je suis pour, tant mieux pour eux. Mais ça change rien au système. Et donc, moi, mon effort, c'est d'entrer dans le système scolaire, à travers le ministère, etc., vraiment les filières officielles, et de dire quels sont les éléments qu'on peut déjà améliorer au sein du système existant. C'est pour ça que c'est pour moi plus urgent que des gens fassent des expériences pilotes dans des coins, tant mieux, et on apprend, et ça nous permet d'être plus radical, de faire vraiment des expériences. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'améliorer de l'intérieur la vie de 30 millions de gamins? Vous voyez? Et c'est ça, moi, qui me tient à cœur. Et vous pensez que c'est possible, justement, de l'intérieur encore aujourd'hui, malgré la déliquescence qu'on peut voir? Moi, je suis persuadé que c'est possible. Là, ça fait 4 ans qu'on travaille au Vietnam avec le projet Happy School, École heureuse, qui est un projet relativement modeste. Il s'agit d'amener les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure au sein de l'école, c'est-à-dire pleine conscience et intelligence émotionnelle. Et ça, on a lancé d'abord un pilote dans une province, supervisé par une université pour avoir des données scientifiques, et ça a eu un impact vraiment fort. Et maintenant, on est en train de monter en puissance. On est en train de travailler avec d'autres écoles. On met un programme en ligne de formation des enseignants, etc. On fait la même chose ici, dans le canton de Vaud. On a un projet Happy School, ici, ça s'appelle le projet Inspire, qui est d'introduire les dimensions justement de la présence socio-émotionnelle et de la pleine conscience dans des écoles pilotes. Là, on a, par exemple, le collège de l'Élysée. Aussi, on est accompagné par le CHUV, donc la section de santé des adolescents du CHUV, parce qu'on veut que les choses soient aussi scientifiquement fondées, que ce ne soit pas juste des idées en l'air, etc. Et bien sûr, ce n'est pas parfait, mais on peut améliorer les choses. Donc, vous voyez, pour moi, le danger, c'est d'avoir des idéaux tellement absolus qu'on ne change rien. Parce qu'on dit « oh non, c'est infaisable, il faudrait tout... » Vous voyez, c'est l'illusion de la révolution. On va tout détruire et puis après, on va reconstruire.
Mais la réalité, c'est au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, et c'est pour ça que je travaille aussi au sein d'entreprises, par exemple, pour amener le bonheur national brut dans les entreprises. Actuellement, on travaille à Genève, par exemple, avec SIG, donc Société industrielle de Genève, Service industriel de Genève. Au Vietnam, on vient de certifier une première grande usine de chaussures, 10 000 employés, etc. Et donc, de dire, c'est pas, OK, on doit d'abord détruire l'économie et après tout reconstruire, parce qu'on ne peut pas. Mais au sein de systèmes existants, est-ce qu'on peut amener des améliorations qui ont un véritable impact positif sur les gens ? Moi, c'est beaucoup plus modeste comme objectif, mais c'est un objectif réaliste, concret. Vous voyez, c'est ça qui me tient à cœur. C'est-à-dire, est-ce que je peux effectivement améliorer la vie des gens ? Les rendre plus heureux, pour faire simple, vous voyez. Et oui, à mon avis, oui, on peut. Et puis l'introduction de la méditation, notamment de pleine conscience dans les écoles, est-ce que vous voyez un résultat tangible rapidement Tangible très rapidement. Et là, on a beaucoup d'études scientifiques maintenant là-dessus. Donc vraiment au niveau de... d'ailleurs, ma fille est pédiatre au HUG, au Hôpital universitaire de Genève, et elle a tout un programme de recherche autour de l'impact de la mindfulness, de la pleine conscience, sur des enfants qui sont nés prématurés. Et donc les enfants qui sont nés prématurés sont plus facilement susceptibles d'avoir des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, des troubles du développement. Et donc elle travaille avec la pleine conscience en tant que pédiatre du développement avec ce type d'enfants. Et elle a publié toute une série d'articles suite à des recherches menées de manière très scientifiquement fondée, n'est-ce pas, où on voit qu'il y a un impact indiscutable. Et puis alors c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile, enfin qu'en tout cas les temps sont durs, il y a peut-être un espoir qui est différent que celui que votre génération avait dans les années 60-70. Enfin finalement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui pour avoir finalement des perspectives d'avenir ? Finalement, ce que je dirais, ce n'est pas très différent de ce que j'ai dit tout au long de cette soirée, c'est de dire vraiment être attentif à ces trois dimensions. C'est-à-dire vraiment de prendre le temps de regarder en soi-même, de se connaître, d'apprendre à gérer sa vie intérieure, à transformer sa vie intérieure, n'est-ce pas ? De se donner une stabilité intérieure. Finalement, peut-être je vais le formuler autrement. Il y a un chercheur suisse de l'Université de Zurich, Raymond Largot, qui était pédiatre au départ, et qui a fait pendant des dizaines d'années des recherches sur quelles sont les conditions nécessaires pour l'épanouissement d'un enfant. Et en fait, ma fille était une élève de Raymond Largot, une élève au sens... elle était déjà pédiatre, mais elle s'est formée avec lui. Et en fait, il dit il y a 5 dimensions indispensables. La première dimension, c'est évidemment la satisfaction de nos besoins physiologiques. Ce qui tombe sous le sens, on n'a pas besoin de développer. Encore que, il faut être capable de reconnaître quels sont nos besoins physiologiques. Vous voyez, de sommeil, de nourriture, d'exercice, etc. Mais bref, c'est quand même la base. Le deuxième, c'est en tant qu'être humain, nous avons besoin de sécurité émotionnelle. En tant qu'enfant, on peut attendre à ce que la sécurité émotionnelle nous soit fournie de l'extérieur, dans le meilleur des cas. Pas toujours, mais dans le meilleur des cas, notre famille ou notre environnement nous procure une certaine sécurité émotionnelle. En tant qu'adulte, si on attend que ce soit les autres qui me procurent une sécurité émotionnelle, on est extrêmement vulnérable. Donc un élément absolument important, c'est d'apprendre à trouver cette stabilité émotionnelle en soi-même. Et c'est là que méditation et intelligence émotionnelle jouent un très grand rôle. D'arriver à trouver une stabilité émotionnelle qui ne soit pas sans arrêt chahutée par le moindre événement qui se passe autour de nous. C'est le deuxième son, émotionnel. La troisième, c'est acceptation sociale. En tant qu'être humain, nous avons besoin de nous sentir faire partie. Et ça vient... Toutes ces choses-là viennent de la nature même du développement de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, il est totalement vulnérable. Il ne peut absolument pas survivre sans la bienveillance, l'amour et le soin des adultes. Et ça pendant des années et des années. Alors que le petit animal, en quelques semaines ou quelques mois, il est plus ou moins autonome. En tant que petit être humain, des années et des années,
Notre survie dépend de la bienveillance des autres. Donc, la satisfaction de besoins physiologiques dépend des autres. Et c'est notre sécurité émotionnelle, par exemple, on se sent aimé, fait qu'on sait, OK, ils vont me nourrir. Ils m'aiment, donc ils vont me nourrir. Vous voyez, donc c'est vraiment lié. Hein. Et le troisième, c'est « et j'appartiens à un cercle social ». Puisque en tant qu'être humain, on ne peut pas survivre seul. Hein, les habits que je porte, je ne les ai pas tissés. Ce que j'ai mangé ce soir, je ne l'ai pas cultivé. La maison dans laquelle on est, je ne l'ai pas construite. Donc, on est sans arrêt dépendant du travail des autres. Donc, d'être intégré dans un contexte social. Et on sent que si on se sent exclu du contexte social, c'est existentiellement insupportable. D'où, par exemple, la problématique des réfugiés. N'est-ce pas ? Accepter des réfugiés, ce n'est pas juste les nourrir, ou ne pas les foutre dehors. C'est les intégrer, les accepter dans notre société. Vous voyez ? Et encore une fois, en tant qu'enfant, c'est les autres qui doivent m'accepter pour que je me sente à l'aise. En tant qu'adulte, c'est ma capacité à inclure les autres. Et par exemple, plus une société est capable d'inclusion de ceux qui sont à la marge, handicapés, personnes ayant une sexualité différente, réfugiés, étrangers, plus une société est capable d'inclusion, plus la société crée un sentiment d'appartenance sociale. Et plus on est dans une logique d'exclusion, plus on s'exclut soi-même. Et on se rend de moins en moins... c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène. Donc, appartenance sociale, hein, inclusion sociale. Le quatrième, c'est notre besoin d'apprendre et de nous développer. En tant qu'être humain, on ne peut pas stagner. Vous voyez, en tant que... dans la jeunesse, dans l'adolescence, dans l'enfance, le développement vient du corps, est biologique. Et à partir d'un moment, le développement, il n'est plus biologique. C'est soit je le fais, soit il ne se passe pas. Et si je stagne, je décline. Mais on sait maintenant, grâce à la science, que, par exemple, la plasticité cérébrale, hein, notre capacité à développer le cerveau, elle ne s'arrête jamais. Quand moi j'étais étudiant, on ne savait pas ça encore. On disait ça s'arrête vers 20 et quelques, ou 30, ou plus tard. Moi j'ai 70 ans, et j'ai l'impression que j'apprends encore. Heureusement que sinon, si je n'apprenais pas, je deviendrais un vieux grincheux. Soit on se développe, soit on décline. Donc ça, c'est le quatrième besoin de l'être humain, c'est de se développer et d'apprendre. Et le cinquième besoin de l'être humain, c'est d'avoir des valeurs. Mais les valeurs, ce n'est pas une théorie. Les valeurs, c'est des valeurs partagées et vécues. Si j'ai des valeurs tout seul, ça ne suffit pas. Il faut que j'ai des gens avec qui je puisse avoir des valeurs partagées et vécues, c'est-à-dire de mener une vie qui soit l'expression de mes valeurs. Et donc ça, c'est ce que je dirais à une jeune personne. Essayez de développer ces 5 compétences, parce que chez l'enfant, c'est des besoins. Quand on grandit, ça va devenir des compétences. Apprenez à vous occuper de vous-même, bien, pour être en forme, sain, etc. Développer une stabilité émotionnelle qui vous permet de faire face aux défis de notre temps, qui sont énormes. Mais si, par exemple, on se désespère à cause des problèmes écologiques, le désespoir, ce n'est pas une force créatrice. Et on va sombrer. Il faut un peu de colère, ça donne de l'énergie, c'est pas acceptable, mais il faut beaucoup de positivité, mais je peux faire quelque chose. S'il y a juste la colère, on détruit. Si on n'a que du désespoir, on s'effondre. Il nous faut un peu de... Vous voyez, il faut s'indigner, mais après, il faut agir. Et il faut avoir confiance qu'on peut agir. Donc, et c'est autour de ces 5 vraiment compétences, n'est-ce pas, qu'on peut... et je pense, n'est-ce pas, on est, à mon avis, on est dans un moment de transition. Il y a comme un vieux monde qui est en train de s'achever, qui n'a pas d'avenir. Et il semble encore très fort, hein, toutes ces dictatures, ces conflits, c'est comme un vieux monde qui ne veut pas lâcher prise et qui essaye encore une fois mais il n'a pas d'avenir parce qu'il n'a pas de vrai fondement, c'est juste du pouvoir, vous voyez, de la propagande, du mensonge, mais c'est pas solide, c'est pas... Et on voit qu'il s'effondre d'ailleurs. Et il est en train de s'effondrer. Mais alors... Parce que le vieux monde s'effondre, il faut qu'on pose déjà les germes de ce qui doit venir, du nouveau. Voyez.
Et à mon avis, c'est un temps super intéressant. Moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je serais passionné de me dire « Waouh, il y a vraiment du pain sur la planche, il y a des trucs à construire, il y a des choses à inventer. » Donc je trouve que c'est un temps super intéressant. Et pour un jeune qui aimerait commencer à méditer, par exemple, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour commencer? Le premier, c'est qu'il faut le faire très régulièrement. La méditation, c'est comme le jogging. Si vous joguez 3/4 d'heure une fois par semaine, vous n'arrivez à rien. Vous faites tous les matins 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, et au bout de quelques temps, vous êtes capable de courir un marathon, parce que c'est dans la répétition, la continuité, la fidélité. C'est comme apprendre à jouer un instrument. Hein. Votre père est violoniste. Hein. Si on ne joue pas, je ne sais pas quel musicien disait, quand je ne joue pas un jour, je le remarque. Quand je ne joue pas 2 jours, ma femme le remarque. Quand je ne joue pas 3 jours, mon public le remarque. La méditation, c'est pareil. La méditation, c'est pas, il faut faire des heures, mais il faut être extrêmement régulier, construire une pratique régulière. Hein. Et c'est même pas tellement quoi. Il faut le faire. Et puis en faisant, on découvre. Après, on lit des livres, on parle avec des gens, etc. Moi, je n'ai pas de conseils particuliers. Faites absolument ceci ou cela. Mais faites-le. Faites-le régulièrement. Et faites-le comme un processus de découverte intérieure. Donc, vraiment, c'est un processus de recherche. Finalement, pour moi, qu'est-ce qui marche bien? L'autre chose, c'est bien d'avoir des périodes intenses. Par exemple, nous, depuis 20 ans, on organise tous les étés une retraite de méditation de 10 jours, où vraiment on médite beaucoup. Et de temps en temps, d'avoir des périodes intenses, ça donne une énergie. Parce qu'on a vraiment été beaucoup plus profondément. Si on fait toujours que 5 minutes, ça reste très superficiel. Donc c'est 2 choses. C'est d'avoir à la fois un rythme régulier et continu, et deuxièmement, d'avoir des moments d'approfondissement. De préférence avec d'autres, parce que c'est très dur de méditer beaucoup tout seul. C'est ce que vous pratiquez, j'imagine. Ouais. Quelle est votre pratique alors? Peut-être si on peut donner un exemple, alors sans le mettre sur un piédestal évidemment, mais pour peut-être ma propre pratique, pour rendre ça concret peut-être. Ok. Donc moi je médite tous les jours depuis 50 ans. Et mon minimum c'est une méditation le matin. Ce que j'aime faire, c'est une méditation le matin, une le soir. Le soir, ce n'est pas toujours possible, le matin sans exception. Pour moi, c'est comme je me lève, je prends ma douche, je me rince les dents et je médite. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste... Voilà. Moi, je médite longtemps, parce que ça fait longtemps que je médite, donc j'ai une pratique assez construite, etc. Donc je ne donne pas ça en exemple. Hein. Moi, je médite plus d'1 heure tous les jours, 1h30 ou comme ça. Donc ce n'est pas nécessaire d'en faire autant. Pour moi, il y a 3 composantes de ma pratique. Un, c'est une pratique de pleine conscience, c'est vraiment de ramener l'attention au corps, à la respiration, au moment présent, de me centrer, de vraiment apaiser l'esprit. Donc vraiment, il y a toute une première partie qui est simplement apaiser l'esprit, jusqu'à ce que ça soit intérieurement silencieux, stable, etc. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est plutôt une partie cognitive, contemplative, c'est-à-dire où j'essaye d'approfondir une compréhension spirituelle à travers la méditation, hein, en travaillant sur certains contenus particuliers, et ça évolue en fonction de là où j'en suis dans mon travail. Et il y a une troisième partie qui est plutôt affective, et qui comporte aussi une partie de prière, par exemple d'envoyer de l'amour bienveillant à mes proches, ou à des gens qui sont malades, ou à des gens que je voudrais soutenir. Donc voilà, il y a 3 parties dans ma pratique. Une partie pleine conscience, vraiment centrer l'attention, apaiser l'esprit, stabiliser. Une partie plus cognitive, contemplative, d'approfondir ma compréhension spirituelle à travers des contenus particuliers. Et une partie plus prière, et plus émotionnelle, si vous voulez, avec... voilà. En gros, c'est ça ma pratique. Et ça, vous sentez que ça vous porte, que ça vous alimente, en tout cas, dans votre parcours de vie depuis plein d'années, quoi. Moi, je ne pourrais même pas imaginer vivre sans ça. Et comme tout le monde, j'ai eu des épreuves dans ma vie, n'est-ce pas? Y compris des épreuves de santé, etc. Et ce que j'observe, c'est que je suis un être humain comme n'importe qui d'autre, donc je peux avoir des fluctuations, etc., etc. Mais je sens qu'il y a une espèce de stabilité fondamentale qui est tout simplement stable, quoi. Il y a une espèce de quelque chose qui est posé, sur lequel je peux vraiment... j'ai une espèce de
je ressens que je peux accéder à une paix et un bien-être intérieur qui est complètement indépendant des circonstances extérieures. Vous voyez ? Donc n'importe quoi ce qui se passe, j'ai un lieu en moi où je peux en quelque sorte trouver stabilité, paix et bien-être. Et ça, c'est un cadeau énorme dans la vie, n'est-ce pas ? Toavin, on arrive gentiment à la fin de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Alors voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire maintenant. Alors, première chose que je me permets d'ajouter, c'est que j'ai écrit un livre en français, c'est le premier, j'ai écrit pas mal de livres, mais dans différentes langues, qui va paraître aux éditions Jouvence en novembre, qui s'appelle Bonheur national brut, transformation intérieure et renouveau social. Donc si, parmi ceux qui écoutent cette interview, vous êtes de l'intérêt pour comprendre plus profondément et plus en détail ce dont on a parlé aujourd'hui dans ce livre-là, il y a beaucoup d'éléments. Un deuxième élément, c'est que nous avons un CAS, c'est-à-dire Certificate of Advanced Studies, un diplôme universitaire que nous faisons à la Haute École de Gestion avec notre organisation ELI. On en est à la 4e édition et donc on va l'année prochaine ouvrir une nouvelle volée. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent à faire une formation sur ce thème, allez voir sur le site de la HEG à Genève la possibilité vraiment de se former. Et puis nous offrons régulièrement des cours en ligne ou en présence. Enfin, on a un site c'est elihw.org, ça veut dire Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing. Si vous allez là, vous voyez les différentes activités que nous offrons. Donc ça, c'est le côté, c'était le quart d'heure pub. Simplement aussi pour ceux qui souhaitent suivre. Et sinon, donc moi, ce qui me tient vraiment à cœur dans tout ce que je fais, c'est d'essayer d'insuffler de l'espoir. Et vraiment de partager ma conviction et mon expérience que malgré tous les défis auxquels on peut être confronté, politiques, économiques, écologiques, etc., en tant qu'être humain, on peut faire une différence. Et on peut commencer tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre, je ne sais pas quoi, d'être riche ou puissant ou d'avoir été élu ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ? Parce que les systèmes dans lesquels nous vivons, ils sont ni des lois naturelles, ni ils ont été révélés par Dieu. Ils ont été construits par les êtres humains. C'est-à-dire, ils sont la manifestation, ils sont l'incarnation, si vous voulez, de la manière dont nous pensons, sentons, agissons, entrons en relation les uns avec les autres et avec la nature. Et donc, puisque nous co-construisons à tout moment la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons aussi la changer. Et même si ça semble être des choses énormes, comment moi, petit bonhomme de rien du tout, je peux changer ces énormes systèmes, nous ne sommes pas impuissants. Parce que nous pouvons commencer tout de suite de l'intérieur. En transformant notre conscience, nous transformons aussi le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est le message sur lequel j'aimerais clore, un message d'espoir, que oui, le changement est possible, et il est aussi vraiment nécessaire, et nous pouvons être tous des actrices et des acteurs de ce changement. Toavin, merci pour cet entretien. Merci à vous.